Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et comme chaque semaine on se retrouve pour faire le point sur les news de la semaine justement. Cette semaine on va se faire un truc un peu spécial, on va le faire jour par jour. Donc on va commencer par lundi jusqu'à samedi, donc hier. Et tu me dis en commentaire si tu préfères que je te fasse jour par jour ou est-ce que tu préfères que je te fasse sujet par sujet. Ensuite, on va se faire un petit truc sur le mois de novembre parce que le Bitcoin est vraiment à surveiller. Donc on va se faire un point Bitcoin en fin de vidéo à chaque fois. Analyser un petit peu le graphique, la tendance du moment et un petit peu les news qu'il y a sur le Bitcoin en ce moment. Allez, let's go, c'est parti. Alors on commence avec lundi 31 octobre. Alors déjà on peut le voir depuis un certain moment. On voit qu'il y a pas mal de postes qui s'ouvrent sur le niveau blockchain en France. Comme l'avait dit le gouvernement, il va faire le hub européen de la blockchain et des crypto-monnaies en France. Donc il y a 900 postes à pourvoir dans la blockchain dans l'année à venir. C'est vraiment très intéressant. Il y a pas mal de choses à faire. J'espère que le niveau va suivre et surtout que les projets de crypto-monnaies qui vont se créer en France vont rester en France parce que c'est clairement pas le cas actuellement. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux sociaux, je vous ai indiqué que le géant du mining de Bitcoin, donc Core Scientific, était au bord de la faillite en ce moment. Comme vous le savez, le minage de Bitcoin est assez compliqué en ce moment vu que le Bitcoin est assez bas entre guillemets. C'est pas forcément les problèmes d'électricité etc. C'est surtout que le Bitcoin est bas. Moi je pense qu'il n'est pas du tout au bord de la faillite, c'est un 2018-like, on a déjà vu ça en 2018, ça va remonter. Le minage de toute façon est indispensable dans le monde des crypto-monnaies. Je me fais vraiment pas de soucis sur le sujet. Pareil, toujours lundi, je vous avais dit que selon Vitaly Buterin, l'écosystème de crypto doit gagner en maturité avant d'être adopté plus largement. Alors ça c'est clair, je fais que de vous le dire. Pour l'instant, les crypto-monnaies sont encore trop adoptées pour son système spéculatif et de gagner de l'argent rapidement et de garder en euros, en dollars, etc. etc. Alors ça va changer petit à petit, ça c'est clair, il va falloir s'y habituer. Il va falloir que les gens commencent à comprendre que la technologie est incroyable, que ce soit pour Bitcoin, pour Ethereum, pour beaucoup d'autres crypto-monnaies. C'est la technologie qu'il faut regarder, ce que ça permet de faire et quel est le besoin auquel il répond. Ça, c'est vraiment très très important. Et petit à petit, les gens vont commencer à utiliser les crypto-monnaies pour ce que ça fait plutôt que la spéculation. À mon avis, il va y avoir deux types de projets. Il va y avoir les projets qui sont là utiles et qui servent à quelque chose, à se payer, à tourner, etc., à faire ces choses. Et puis du coup, forcément aussi à faire un investissement à long terme, mais un petit peu comme l'or, il va monter beaucoup plus doucement. Ça, c'est vraiment sur le long terme. Le Bitcoin, on n'y est pas encore. Et après, tu vas avoir d'autres projets spéculatifs, type potentiellement les mêmes coins et ce genre de trucs comme ça. On verra. Ça pareil, je vous l'ai cité sur mes réseaux sociaux, c'est assez drôle, la Norvège inaugure un bureau des impôts dans le métavers de Decentraland. Alors si vous ne connaissez pas Decentraland, je vous en parle de temps en temps, il y a plusieurs gros métavers, on dirait qu'il y en a deux pour l'instant, c'est c'est Decentraland et The Sandbox. Et c'est assez drôle, la Norvège inaugure du coup son bureau des impôts dans Decentraland. Donc ça signifie deux choses, ça signifie qu'ils sont vraiment à fond sur le monde de demain, entre guillemets, le Web3, etc. Et que potentiellement ils accepteraient du coup les paiements en crypto-monnaie parce que à partir du moment où tu peux payer tes impôts dans la crypto-monnaie, ça veut dire que ton pays accepte les crypto-monnaies. Donc on va voir comment ça se passe sur la Norvège. En tout cas, ils multiplient les interventions dans le domaine du Web3 et c'est assez fun de regarder ça sur le long terme, comment ça se passe. Bon alors comme vous le savez, bien évidemment là on peut plus le passer, il y a quand même à mon avis pas mal de news qui vont passer là-dessus. Elon Musk a racheté Twitter, ça tu le sais, et du coup ce que tu sais peut-être pas, même si je t'en ai parlé la semaine dernière, c'est que Binance aussi a mis sa petite pierre à l'édifice, 500 millions de dollars sur 44 milliards, c'est quand même une petite goutte d'eau. Mais du coup, Binance, il travaille à mettre la crypto et la blockchain au service de Twitter. Comme Elon Musk, CZ, donc le directeur de Binance, ils sont d'accord tous les deux pour dire qu'il y a trop de bots et trop d'ordinateurs qui travaillent sur Twitter et qui font qu'en fait le réseau social est un peu exécrable sur certains trucs. Donc ils sont en train d'essayer de travailler pour mettre en place un système de crypto et de blockchain qui va pouvoir virer tous ces bots. Est-ce que ce sera un système directement sur la blockchain mais gratuit? Qui va être géré directement, virer les bots tout seul intelligemment, tu vois? Ça m'étonnerait. Il parle plutôt pour l'instant de mettre un système payant, donc de tweet en fait, où tu vas payer pour mettre ton tweet, donc ça sera pas grand chose, ça sera peut-être en dessous du centime, tu vois, pour mettre ton tweet, même voire bien en dessous. Faut pas que ça impacte les gens qui sont réels entre guillemets, mais par contre les bots en fait, si jamais ils veulent mettre 10 000 ou 100 000 tweets par jour, là ça commence à faire quelques euros ou quelques dollars pour le gars qui a lancé ce bot. On verra. Alors, tu as un super article sur CoinTribune, c'est sur le Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin pourrait-il devenir le nouvel or? Donc l'or 2.0, ils aiment bien appeler ça en général. Et c'est Brian Armstrong qui a prévu un calendrier pour l'adoption mondiale de cet actif.
Il a reconnu, comme moi, comme tous ceux qui sont dans le monde des cryptoactifs, que l'industrie des cryptos est encore seulement à ses débuts et que les choses changeront d'ici une décennie. Donc c'est ce qu'on dit tous, hein, d'ici 2030, à mon avis, il va y avoir une adoption assez massive ou assez intéressante. Les gens vont se dire, tiens, en fait, les crypto-monnaies, c'est intéressant, on peut faire ça avec, etc. La blockchain, ça permet de faire ci, ça, ci, ça, ci, ça répond à tel besoin. Et du coup, c'est ce qui va se passer dans les années à venir. Potentiellement prochain bull run avec des gens comme moi qui permettent d'aider un petit peu et de former tout ça. Les gens vont commencer petit à petit à comprendre comment ça fonctionne et c'est surtout que la génération Z ou milléniale, etc. commence à rentrer sur le monde du travail et c'est eux qui sont en train de dire que la blockchain sert à quelque chose, ça permet de résoudre pas mal de besoins et c'est eux qui l'utilisent de plus en plus, etc. Alors anecdote comme ça qui me permet de vous introduire et vous rappeler que à partir des 100 abonnés sur cette chaîne YouTube, je vous sors une vidéo sur le Bitcoin et ce que vous ne savez pas du Bitcoin avant 2008, ça va vraiment être hyper intéressant et là pour le coup, lundi 31 octobre, du coup, c'était l'anniversaire du Bitcoin White Paper. Effectivement, le livre blanc qui a été publié sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto fêtait aujourd'hui, enfin du coup le lundi 31 octobre, les 14 ans. Allez, on passe à mardi 1er novembre maintenant. On a un petit peu de nouveau dans l'affaire de fraude bancaire impliquant Tether. Comme vous savez, si le Tether, donc c'est l'USDT qui est le stablecoin le plus connu quand tu veux backer un petit peu tes crypto-monnaies en stable, entre guillemets, en dollars stables, etc. Bref, mais sans avoir des dollars et avoir une crypto-monnaie. Le Tether, normalement, c'est que pour un USDT, il y a dans un coffre 1 dollar. C'est normalement, sauf qu'il y a une affaire de fraude apparemment, comme quoi ce serait pas extrêmement, que ce serait pas complètement respecté ce truc là, qu'on serait plutôt sur du 1 USDT émis pour 0,6 dollars en banque. Donc ça s'étudie, ils sont en train de voir si c'est vraiment vrai, pas vrai, etc. C'est pour ça aussi qu'il y a d'autres crypto-monnaies qui sont en train de prouver comment ça fonctionne, le BUSD notamment, etc. Et ça c'est les projets qui sont à 100% backés par une crypto-monnaie. Par une monnaie fiat, pardon, et tu as les projets autres comme le DAI par exemple qui sont backés en crypto-monnaie mais qui sont backés à au-delà de 100%. Le DAI par exemple il est backé entre 101 et 175% pardon, avec en majorité des Ethereum, etc. Alors pour les fans de Ripple, bien évidemment le procès avec la SEC avance et plus ça avance, plus la SEC perd la main et c'est le Ripple qui commence à gagner un petit peu ce qui se passe là-dessus, donc le Ripple Labs, hein. Pour rappel, la plainte donc a été déposée contre Ripple Labs en décembre 2020, ça commence à dater maintenant, et plus ça avance, plus la SEC perd du terrain, et en fait on se rend compte que le Ripple n'est pas en train d'être, de répondre à l'accusation qu'ils ont dessus. Est-ce que c'est le moment d'acheter du Ripple parce que ça va partir to the moon? Je ne pense pas pour autant. N'oubliez pas aussi que le Ripple, le but du jeu du Ripple, c'est de remplacer le système SWIFT actuel, donc de réseau interbancaire, et du coup n'a pas pour objectif de valoir des milliards de dollars et donc de monter en flèche en termes de prix spéculatif. Le but du jeu c'est vraiment d'être utilisé pour la technologie, donc ça risque de monter un petit peu, on est d'accord, mais ça va pas monter dans les mois à venir, ça va monter sur le long terme, mais de là à faire un x1000, je ne pense pas. Dis-moi ton avis en commentaire sur le Ripple, qu'est-ce que tu en penses du XRP, etc. Est-ce que tu penses qu'il y a des potentiels de x1000, etc. Alors ça c'est assez fun côté jeux vidéo, normalement ceux qui sont dans les jeux vidéo, enfin les créateurs ils aiment bien l'idée du métavers, etc. Mais il y a quand même pas mal de choses et pas mal de personnes qui sont très dubitatives sur le sujet, et pour le coup c'est le cas de Phil Spencer, donc c'est le patron de Xbox, et donc le responsable des jeux chez Microsoft, qui lui ne croit pas du tout au métavers, et il n'aime pas du tout cette fonction là-dessus, il critique très fortement et très ouvertement le métavers, et il considère ça comme un jeu vidéo mal construit. C'est directement sa citation. Alors c'est clair que pour l'instant le métavers c'est pas du tout ce que ça peut devenir par la suite. Pour l'instant on est très c'est très simple entre guillemets, on a l'impression de faire des retours en arrière sur le type des jeux vidéo en termes de graphisme, etc. Ça c'est clair, mais c'est parce qu'en fait le but du jeu c'est de mettre en place la technologie derrière, et donc qu'il n'y ait plus de serveurs et que ce soit décentralisé. C'est ça qui est très compliqué à faire. Bon, si vous ne le savez pas, le mois d'octobre en général c'est le Hacktober, on appelle ça, donc c'est le mois le pire en termes de hack dans la cryptosphère, et pour le coup ça confirme sa tendance avec 760 millions de dollars de vol de crypto-monnaies sur le mois d'octobre, donc ça c'est le point de vue qui a été rendu du coup le 1er novembre. Je sais pas pourquoi en octobre les hackers ils se foutent à fond là-dessus, ils disent tiens octobre on va tout hacker, est-ce qu'il y a je vois pas du tout l'intérêt je vois pas pourquoi en octobre et pas un autre mois, qu'est-ce qui se passe en termes de création de société, qu'est-ce qui se passe en termes de vulnérabilité en octobre, je me pose vraiment la question. Allez, on enchaîne avec mercredi 2 novembre.
Tu as Ripple qui intègre un stablecoin euro majeur, le URS. Donc le URS, c'est le projet stablecoin de Statis et c'est l'un des plus grands stablecoins euro du moment. Il a retenu l'attention du Ripple XRP et du coup ça intégrerait à son ledger la blockchain publique pour pouvoir faire ce projet-là de stablecoin en euros. Sachant que pour l'instant les stablecoins euros, les 3/4 des gens n'en ont rien à faire. Tout le monde se tape sur les stablecoins en dollars, hein, bien évidemment. Bon, je fais que de vous le dire, mais depuis cet été, c'est la mode de crier au Ponzi de partout. Et là, c'est Celsius, apparemment, qui fait l'état d'une étude. Du coup, est-ce que ce serait une pyramide de Ponzi, Celsius? Donc, tout le bazar qu'il y a eu sur Celsius, tu le sais, je t'en ai parlé plusieurs fois. Et apparemment, il se serait en train de s'interroger. Alors moi, je suis en train de vous faire des vidéos pour vous montrer un petit peu la différence qu'il y a entre pyramide de Ponzi et pas pyramide de Ponzi, parce que là, tout le monde est en train de dire pyramide de Ponzi partout, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit. On va prendre la définition de base d'une pyramide de Ponzi, c'est ça, et du coup, les projets qui ne sont pas des pyramides de Ponzi, même si vous pouvez dire que c'est des projets qui sont éclatés au sol, qui sont tout pourris, qui servent à rien, tout ce que tu veux, ok, ça fonctionne, mais c'est pas des pyramides de Ponzi. Je vous dirai ça en vidéo. Assez drôle aussi, enfin drôle ou qui fait flipper, y a une news qui est tombée sur la quasi-totalité des tokens qui sont listés sur Uniswap. Donc Uniswap c'est une plateforme de finance décentralisée pour pouvoir faire pas mal de swaps, donc d'échanges entre plein de crypto-monnaies, donc il y a beaucoup de brides, etc. Et que la quasi-totalité des tokens qui sont listés sur Uniswap, bon, en général c'est des petits tokens, seraient des rug pools. Alors pour ceux qui ne savent pas des rug pools, je vais vous la faire très simple, c'est des arnaques, hein. C'est des projets qui sont juste là pour faire une vitrine intéressante, à dire notre truc c'est génial et tout, ils font un super site, ça va être génial, etc. Et puis d'un coup, paf, du jour au lendemain, ils partent avec la caisse et bonne journée, il n'y a plus personne. En très gros, c'est ça. Alors ce mercredi de novembre aussi, on a eu bien évidemment les taux d'intérêt de la Fed qui sont tombés. On va en reparler en fin de vidéo quand on parle du Bitcoin. Mercredi dernier aussi, ça y est, on a JP Morgan qui a réalisé sa première transaction dans le monde de la finance décentralisée et c'était sur AAVE. Ça montre un petit peu le monde traditionnel financier, le monde financier traditionnel qui est en train de passer petit à petit sur le nouveau monde financier, donc la finance décentralisée. Alors que théoriquement sur le papier c'est pas forcément ce qu'ils aiment bien faire, mais pour l'instant ça montre que certaines banques, et bon ça commence aux États-Unis comme d'habitude, c'est pas nous qui allons lancer le truc, hein, la Société Générale est encore très loin d'adopter des projets de crypto-monnaie, mais bon bref, ça commence petit à petit. On passe à jeudi 3 novembre. Alors, jeudi 3 novembre, on a Meta qui choisit Polygon pour permettre la création de NFT sur Instagram. Alors, Meta, ils sont bien dans le bazar en ce moment parce que personne n'utilise, on en a déjà parlé la semaine dernière. Donc, le Meta, c'est le projet métavers de Facebook. Personne l'utilise. Et ils ont choisi, du coup, la crypto-monnaie et donc la blockchain de Polygon avec le Matic pour permettre la création de ces NFT, parce qu'en fait on sait très bien que le Matic il a une scalabilité qui est vraiment intéressante, donc un process intéressant là-dessus. Je vous ferai peut-être une vidéo sur le trilemme si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur le trilemme de la blockchain. Donc le trilemme c'est un triangle, à savoir les trois problématiques qu'il y a dans la crypto-monnaie, dans les projets de blockchain, et qu'on n'arrive jamais à répondre aux trois en même temps, c'est toujours deux et on est obligé d'en délaisser un. Donc le trilemme c'est la décentralisation, la scalabilité et la sécurité, et on n'arrive jamais à avoir les trois, souvent c'est un des trois qui est délaissé. On a une grosse news ce jeudi, Binance et Ledger, donc français, la société Ledger français, de pouvoir te permettre d'avoir un hardware wallet, donc je ne l'ai pas sur moi là, je pourrais te le montrer la prochaine fois, bref, d'avoir tes crypto-monnaies sur une sorte de clé USB, donc pas connecté à internet tant que tu n'es pas dessus, etc. Donc c'est la méthode la plus safe de garder tes crypto-monnaies. Ils s'associent pour démocratiser le Web3 tous les deux et les crypto-monnaies. C'est une news incroyable, ça montre à quel point en France on a quand même des projets qui sont vraiment très intéressants, parce que Binance c'est énormissime, hein, c'est la plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies qui s'associe justement à un hardware wallet. C'est assez intéressant comme truc parce que Binance c'est un CEX, donc c'est une plateforme centralisée d'échange, donc c'est un échange centralisé. Quand tu les mets tes crypto-monnaies dessus, elles ne t'appartiennent pas directement, c'est comme si tu les prêtais à ta banque, etc. Donc c'est centralisé, c'est eux qui ont leurs décisions, etc. qui s'associent à quelque chose qui est complètement décentralisé, de permettre ça, c'est assez drôle. Bon, l'inflation, je fais que de vous le dire, mais là il y a des taux d'inflation. Je vous ai fait une vidéo, si ça vous intéresse, allez voir sur mes réseaux, hein, sur Insta et TikTok, vous voyez dans la description. L'inflation est en train de péter un câble, je vous ai fait des vidéos dessus, allez voir ça. Par exemple là en Turquie, l'inflation continue de péter un câble, on est à 85%, c'est n'importe quoi. Allez, on passe à vendredi. Comme tous les vendredis, il y a beaucoup plus de news que les autres jours de la semaine. En général, c'est le lundi et le vendredi qu'il y a pas mal de news. Alors, vendredi, tu as Mastercard qui accueille 7 sociétés blockchain et Web3 dans son incubateur de start-up. Mastercard qui continue à
à proposer des solutions et à aider et accompagner le monde du Web3. Ça y est, tu as STEPN qui renaît petit à petit de ses cendres, on va dire. Je sais pas si ça va faire qu'il y a des gens qui vont réutiliser, continuer à utiliser ou utiliser de découvrir. Mais en tout cas, STEPN s'associe avec ASICS pour proposer des vrais baskets pour le running. C'est assez fun. Je sais pas si tu utilises STEPN. Dis-moi en commentaire si tu veux, ça m'intéresse. Moi, j'utilise toujours STEPN depuis le début, je suis dessus. J'ai jamais rien revendu. Je suis pas trop réinvesti depuis dernièrement, ça c'est clair. Mais par contre, je continue à faire mes runs ou mes marches quotidiennes. Est-ce que toi tu l'utilises encore? Est-ce que tu l'as déjà utilisé mais que tu l'utilises plus? Ou est-ce que tu l'as jamais utilisé et que potentiellement tu apprends un petit peu de quoi ça parle? Ça m'intéresse, on discute de ça en commentaire si tu veux. Alors ça c'est la grosse news aussi du moment, on parle beaucoup de Binance forcément parce que c'est quand même l'acteur principal du monde des crypto-monnaies. Et là il envisagerait d'acheter des banques traditionnelles, ils ont tellement de thunes qu'ils savent plus quoi en faire chez Binance, qui voudraient, tiens on va racheter des banques traditionnelles pour essayer de blockchainiser les banques traditionnelles. C'est assez fun, je sais pas du tout comment ça va se passer. Pour le coup racheter une banque traditionnelle ça va pas coûter 2 €, hein, ça va prendre une sacrée somme, une certaine somme, et surtout ça va prendre un engagement et ils mettent un petit peu les pieds dans le monde de la finance traditionnelle. Est-ce que c'est mieux de racheter quelque chose qui est complètement l'opposé de ce que toi tu proposes et essayer d'amener ta vision des choses, ou est-ce que c'est mieux de créer directement ta vision des choses? La question se pose, je sais pas trop mon avis là-dessus. De toute façon on va voir comment ça se passe. Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Est-ce qu'ils vont acheter des toutes petites banques et commencer à s'incréer là-dessus? Je sais pas du tout ce qu'ils peuvent proposer là-dessus. Toujours vendredi, tu as un article très intéressant que j'ai trouvé sur Cryptost qui parle du Bitcoin, donc on va en parler en fin de vidéo, mais ça c'est juste pour te dire si jamais ça t'intéresse. Donc le vendredi 4 novembre, la Chine va-t-elle déclencher le prochain bull run? Ils t'ont fait un article, ils t'expliquent pourquoi la relation, enfin ils t'expliquent la relation et pourquoi potentiellement ce serait la Chine et les Chinois qui relanceraient le bull run parce qu'ils ont énormément de dollars, etc. Enfin bref, tu va lire cet article si ça t'intéresse. Vendredi, tu as Kraken. Donc Kraken, c'est un exchange qui est là depuis très longtemps, mais qui n'a pas su faire face à la montée de Binance entre guillemets, qui est toujours là, mais personnellement, je l'utilise plus trop. Je sais pas si toi tu l'utilises. Bref, il lance sa version bêta de sa plateforme de NFT sans frais de transaction. Je sais pas trop pourquoi tu lancerais une plateforme de NFT, sachant qu'il y en a déjà plein d'autres, dont OpenSea. C'est plutôt d'améliorer un petit peu les différents projectables plutôt que d'en lancer une centaine. La concurrence est très très bonne dans les crypto-monnaies, dans le secteur des crypto-monnaies. Je fais que de vous le dire, c'est vraiment sain pour le système des crypto-monnaies. Mais par contre, avoir une concurrence à 100 projets différents, ça sert à rien. Une concurrence avec 1, 2, 3, 4, 5 acteurs différents qui vont se concurrencer à chaque fois et permettre de monter les uns les autres, etc. Ça c'est bien. Et qu'il y en ait 100 différents pour le même truc, ça sert, personnellement je trouve que ça sert à rien. Et enfin, on finit vendredi avec Do Kwon, comme d'habitude, il y a toujours des petits sujets toutes les semaines sur lui, donc l'ancien directeur du projet de Luna, qui est maintenant devenu Luna Classic, etc. Apparemment, il serait en Europe et il invite les flics du monde entier à une conférence. c'est assez drôle, la petite image, la petite vie de Do Kwon est assez drôle, je trouve. En tout cas, je te mets son tweet, là, vas-y, je te le mets à côté, son tweet, regarde, et c'est ce qu'il a dit, je suis en Europe, et venez voir, on va se faire une petite conférence pour voir ce que je te dis là-dessus. C'est assez drôle. Allez, on passe à samedi, donc le 5 novembre. Bien évidemment, on reparle encore 2 secondes de Twitter et du rachat par Elon Musk. Alors là, Elon Musk il est en train de faire une razzia totale des gens qui travaillaient chez Twitter. Il est en train de virer tout le monde. Donc, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, il a déjà viré certains hauts placés, PDG, directeur général, etc. De la plateforme de Twitter. Et là, apparemment, c'est plus de 50% des effectifs qui sont licenciés chez Twitter. Il a vraiment envie de changer complètement le réseau social et de faire une totale autre vision. Et même les 50% qui restent pour l'instant sont assez sceptiques et stressent un petit peu du niveau de vie qu'ils vont avoir parce que Elon Musk n'aime pas du tout le télétravail par exemple, alors que chez Twitter il y avait quand même pas mal de télétravail. Ça c'était une chose. Et une autre chose, il s'inquiète aussi sur les heures de travail et la difficulté de travail si jamais ce serait comme ça se passe chez Tesla ou chez SpaceX. Donc il y a pas mal de gens qui se restent là-dessus. Non, on va juste voir comment ça se passe. Écoute, moi je suis ça vraiment de près. Pour l'instant, j'ai pas vu de changement majeur sur l'utilisation de Twitter en elle-même. Il n'y a pas eu de gros changements, de frais, de n'importe quoi, etc. Si ce n'est la petite pastille bleue de validation que maintenant il va falloir payer si tu la veux, $8 par mois, quelque chose comme ça, un abonnement pour l'avoir. Donc plus ou moins n'importe qui pourrait l'avoir. Si tu payes, ça c'était, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, Elon Musk veut faire gagner beaucoup d'argent sur le truc. On va voir comment ça se passe.
Alors ça y est, je sais pas si tu sais, mais il y a eu pas mal de choses, dont Asher qui se sont donné rendez-vous sur Paris pour le forum sur l'Elrond et sur le GLD. Et bien ça y est, ils ont annoncé, c'est une énorme annonce, c'est un énorme truc. Elrond EGLD devient Multivers X et dévoile un écosystème bâti autour du métavers. Alors si tu connais pas Elrond, c'est une blockchain qui est assez récente, hein, fin 2020 je crois, qui a été proposée et entre autres qui a été présentée sur sa chaîne, sur la chaîne de Asher du coup. Et pour le coup, la blockchain Elrond donc opère un virage vers le métavers et donc le Web3 et il annonce une refonte totale de son écosystème pour l'occasion. Ainsi du coup, Elrond devient Multivers X et dévoile une large palette de nouveaux outils à destination des utilisateurs, en parallèle d'une amélioration complète de ses fonctionnalités déjà existantes. Donc si tu regardes Multivers X, il proposerait du coup un wallet, un explorer, des ponts, un launchpad, un exchange, des spotlights, un Word, une fabrique, monnaie fiat, monnaie crypto, tout ça, ils vont tout proposer, ils ont vraiment une refonte complète de leur utilisation. On va voir comment ça se passe, en tout cas c'est un énorme changement pour la blockchain Elrond. Je te mets le tweet de Benjamin Minchu qui t'a sorti ce truc là. Ça va être incroyable, ça va vraiment être incroyable, il y a pas mal de choses. Pour ceux qui étaient fans d'Elrond déjà avant, là il y a un gros changement. Donc allez, let's go. Comme je te l'ai annoncé au début de la vidéo, on finit sur un point sur le Bitcoin. Alors, pour rappel, je te l'ai dit tout à l'heure, la Fed a augmenté ses taux de 0,75, donc on est passé de 3,25 à 4%. C'était ce qui était annoncé. Pour rappel, si jamais la Fed avait augmenté ses taux, mais pas autant que ça, c'est-à-dire à 0,5, on aurait toujours pu rêver, ça aurait envoyé les marchés to the moon de ouf, parce que ça signifiait qu'en fait ce que présentait la Fed était en bonne voie et ça résolvait pas mal de problèmes, donc du coup c'était un bon signe pour les marchés, que ce soit les marchés traditionnels ou les marchés crypto. Ce n'est pas le cas. Ils ont fait le 0,75 attendu, donc pour le coup quand c'était attendu, les marchés n'ont pas forcément plus réagi que ça, monté, descendu, etc. Les marchés classiques ont un petit peu baissé, etc. parce que c'est quand même une grosse augmentation de taux et que ça continue d'augmenter. Bon bref, on verra comment ça se passe. Et si jamais ça avait été une plus grosse augmentation, ce qui aurait pu être le cas, et ce qui peut-être sera le cas sur la prochaine augmentation, on verra, pour pouvoir baisser l'inflation comme d'habitude. Là, ça aurait été une catastrophe totale pour les marchés, ça aurait été une plongée en bas, bref, on s'en fout, on ne sait pas ce qui s'est passé pour l'instant. C'était quand même un truc à surveiller. On est du coup à 4%, 4% c'est énorme hein, d'augmentation des taux d'intérêt. Avant, on était sur du 0 quelque chose pendant des années. Ça prouve encore une fois que trop de centralisation et donner trop de pouvoir à certaines personnes, bah en fait ils font ce qu'ils veulent après sur le truc, donc c'est pas forcément bon sur le long terme. Comment ça se passe, on l'a bien vu, les banques centrales qui sont là pour normalement gérer une inflation comprise entre 0% et 2%, ça c'est le but même lors de la création des banques centrales. On voit bien qu'elles sont complètement dépassées, qu'elles n'y arrivent pas ou qu'elles ont vraiment jamais réussi à le faire. Pour moi, il faudrait commencer petit à petit à passer à autre chose, à décentraliser un petit peu toutes ces décisions, demander un petit peu notre avis comment ça se passe, je sais pas comment on peut faire ce truc-là. Je pense que la blockchain et la technologie des NFT notamment peut résoudre pas mal de problèmes là-dessus. Ça serait bien qu'on avance dans ce sens-là plutôt qu'on continue à centraliser à fond et que le plus de décisions soient prises par le peu de personnes. C'est assez compliqué sur le long terme. Bref. Bon donc comme je te l'ai dit, on se fait un petit point sur le Bitcoin. Si t'as pas suivi mes réseaux sociaux sur Instagram et sur TikTok, je t'ai posté une vidéo que je trouve assez intéressante et qui a vraiment à surveiller. C'est la comparaison entre le mois de juin à octobre 2018 et les mois de juin à octobre 2022 qui se ressemblent énormément. Comme tu le vois, je te le mets là sur le côté. Tu as les deux graphiques donc sur l'année 2018 et sur l'année 2022 avec, tu vois bien qu'il y a eu deux pics assez similaires sur ces deux graphiques là. Et moi ce qui m'intéresse et ce qui intéresse tout le monde, c'est ce qui s'est passé juste après en 2018, à savoir c'est le moment où on a touché le plus bas sur Bitcoin et ça s'est tombé en novembre. À partir du 8, 10, 12 novembre, on a commencé à décrocher complètement et le Bitcoin il est passé des 6000, 7000 $. Et on est descendu du coup à décembre à toucher le plus bas sur le Bitcoin de ces dernières années aux 3000 $. Alors je dis pas que ça va se repasser actuellement, mais comme d'habitude, le passé ne signifie rien sur l'avenir, mais par contre il est vraiment très important de le connaître, de l'analyser, de voir comment ça s'est passé. Pour l'instant c'est ça. Si tu regardes un petit peu ce qui se passe actuellement, tu vois bien que quand tu mets l'analyse de Fibonacci
Donc tu prends le plus bas de 2018 et le plus haut de 2021, tu peux regarder ton retracement de Fibonacci, donc tu vois les différents paliers, etc. Tu vois qu'on est proche du palier le plus bas, entre guillemets, du Fibonacci, qui est aux alentours des 16 000 $, donc, enfin 16 000, 17 000 $. On n'est pas encore touché le plus bas, et là tu vois bien qu'en fait, moi ce qui m'intrigue, c'est que les acheteurs sont en train de perdre la main petit à petit. Tu vois bien avec ces deux pics, etc. Donc le premier pic que tu as eu en août et le deuxième pic que tu as eu en septembre. Là, on est potentiellement en train de faire un petit pic. En fait, plus les pics sont de plus en plus bas, plus ça montre en fait que les acheteurs sont en train de perdre la main petit à petit, que leur position se clôture, etc. Si tu regardes le carnet d'ordre, il y a un nombre incalculable d'achats de positions entre les 10 000 et les 14 000 $, ce qui signifie que potentiellement le marché aimerait aller chercher ce plus bas là sur les prochains mois à venir. C'est ce que je surveille. En tout cas, c'est pour ça que je vais vous faire un point en fin de vidéo à chaque fois sur le Bitcoin. Pour l'instant, alors je vous parle, on est à 21 100 $, sachant que la journée du mercredi, quand on a eu l'annonce, on a fait un bas et un haut sur la journée de novembre qui était assez fun. Pour l'instant, on est sur les 21 200 $, 21 100 $, etc. On va voir comment ça se passe. Je ne vois pas sur du court terme des annonces qui feraient en sorte que le Bitcoin remonte et continue de monter sur les 24, 28, 32 000 $, etc. Je ne vois pas. Alors, pas de conseil d'investissement ici, évidemment, pas de conseil en désinvestissement ou quoi. Le mieux, c'est comme d'habitude, je vais que de vous le dire, de faire du DCA, donc du dollar cost average. Je vous ferai très certainement une vidéo à partir de la rentrée en janvier. Je pense que je vais commencer à vous faire des vidéos sur YouTube où chaque semaine, je vais vous faire un DCA à 100 ou 200 balles, par exemple, quelque chose comme ça, pour vous montrer un petit peu comment moi je fais. Ça sera juste comment moi je fais, ce que je fais là-dessus. Après, à toi de prendre l'exemple de mes recherches, surtout pas forcément des investissements que je fais en DCA, mais la façon à laquelle je recherche et comment, comme ça tu pourras voir ce que toi tu veux faire dessus. Bref, tout ça pour te dire que le DCA c'est quand même le truc le plus intéressant à faire sur le long terme. Moi je surveille de très près le Bitcoin, en tout cas comme tout le monde. Si jamais il touche les 10, 12, 14 000 $, il y en a beaucoup qui vont recharger énormément sur ces positions là. Je sais pas si on va y arriver, vu que tout le monde l'annonce. Il y a des chances qu'on n'y arrive jamais, parce que comme tu le sais peut-être, le marché aime bien faire l'inverse de ce que tout le monde dit. Quand tout le monde dit que ça va se viander, en général ça monte. Quand tout le monde dit que ça monte, ben ça va se viander, etc., etc. Voilà, bon, c'était les news de la semaine. Merci à toi d'avoir suivi ça. J'espère que tu as regardé bien le truc en entier, que tu as mis la cloche pour suivre les prochaines et que tu t'es abonné suite à cette vidéo parce que tu as kiffé ces trucs-là. En tout cas, je t'invite à me suivre aussi sur mes réseaux, donc sur Insta, sur Twitter, on est assez actif là-dessus. Insta, Twitter et TikTok, pardon. Les lives pour l'instant je les ai un petit peu mis en pause parce que je suis un peu pas mal de choses à faire de mon côté, donc on en reparlera d'ici quelques semaines, et à mon avis je vais lancer des lives sur Twitch et sur TikTok en même temps, comme ça va amener un peu plus de monde de plusieurs plateformes différentes, selon si tu préfères être sur ton ordi, sur ton téléphone, qu'elle est dans ton lit, etc. Et on parlera de sujets un petit peu mainstream. J'aimerais bien faire des sujets de formation de comment se lancer dans les crypto-monnaies au début, quels sont les trucs à faire, etc. Faire des sujets Bitcoin, etc. Bref, on parlera de tout ça. Merci à toi, on se retrouve la semaine prochaine pour plus de vidéos. Ciao!